Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc nous sommes toujours au mois de mai et on parle toujours de sexe et on a la chance ce soir de recevoir Jessica Pirabet et Flore Chéry qui vont nous parler de fantasmes et de tantrisme. Yes, hello tout le monde. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Bien sûr. Alors je suis Jessica Pirabet, je suis fondatrice de Secret Thérapie et je suis sexothérapeute, coach en sexualité et j'accompagne aussi les thérapeutes à se former en sexualité. Et alors je m'appelle Flore Chéry, je suis journaliste pour différents médias, Union Sud Radio et j'ai une activité d'entrepreneuse dans le milieu du sexe et des fantasmes spécifiquement puisque j'ai un bar à fantasmes à Paris. Et je viens de lancer mon podcast qui s'appelle Fantasmes. On a beaucoup de chance de vous avoir. J'ai hâte qu'on découvre en fait, parce qu'au final, le fantasme, le tantrisme, ça peut être multiple. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous en êtes venu là, comment t'en es venu en fait à parler de tantrisme ? En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. On avait parlé et dans ma propre sexualité, je me sentais déconnectée de mon corps. En fait, à cause de choses que j'avais vécues plus jeune. Et en fait, j'étais dissociée de mon corps. Je ressentais pas les sensations. J'avais des douleurs lors des rapports sexuels et j'ai décidé de me faire accompagner. J'avais pas envie de me faire accompagner de manière, on va dire, conventionnelle. Et on m'avait parlé du tantra. Je me suis dit, tiens, je vais me faire accompagner à cet endroit-là. Et ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mon corps, à le ressentir. J'avais un corps objet et pas un corps sujet. Et qui subissait, entre guillemets, beaucoup. Et j'avais vraiment envie de l'entendre, de l'écouter, d'être connectée à lui. Et je me suis fait accompagner en tantra. Et ça a commencé comme ça. Et c'est-à-dire, si on peut préciser, ça veut dire quoi de l'accompagnement en fait ? En fait, je me suis fait accompagner par un coach tantrique indien, notamment, qui m'a massé en massage tantrique. Donc j'ai découvert le tantra par le massage tantrique. Parce que j'ai tapé en fait sur internet, on en avait parlé, je me suis dit tiens, si j'ai besoin de me connecter à mon corps et de ressentir mon corps, j'ai envie de travailler en psychocorporel. Et là à ce moment-là, donc j'ai eu un premier massage tantrique qui m'avait pas fait grand-chose parce que je pense que j'avais fantasmé sur le massage tantrique et du coup j'étais en observation et j'étais pas dans l'expérience. Et un massage tantrique, concrètement, c'est on te masse... En fait, on te masse nu, toutes les parties du corps sont massées. Il y a un peu des rituels pour qu'il y ait une dynamique spirituelle. Moi, j'étais hyper pragmatique, donc j'étais pas du tout dans le truc branché spirituel, énergie, tout ça, c'était pas mon truc. Enfin, je connaissais pas. Et en fait, j'arrivais, je pense, en mentalisant tout ce que j'allais vivre et en imaginant ce que je devais vivre. Parce que j'avais lu des trucs sur Internet, etc. Et du coup, je pense que je suis passée à côté de l'expérience totale. Parce que j'ai pas du tout lâché prise. Parce que j'ai cru que je devais ressentir une certaine chose et donc j'analysais ce que la personne me faisait. Bref, je suis passée à côté de l'expérience. Un moment pas très agréable, du coup. Non, c'était pas très agréable. Alors, du coup, j'attendais que ça se termine, mais en même temps, je me suis dit, si ça se termine maintenant, j'aurais rien ressenti. Du coup, je vais être déçue. Enfin, c'était vraiment bizarre. Pression. C'était vraiment bizarre. Et je suis sortie de là, je fais, c'est ça! Et je pense que, peut-être aussi que la personne qui m'a accompagnée, je pense que c'est des deux côtés. C'est-à-dire que moi, j'étais peut-être pas prête, j'avais analysé, j'avais des attentes, voilà. Alors que dans le tantrisme, c'est pas de l'attente, c'est de l'expérience ici et maintenant. Et puis, je pense qu'il y avait aussi la personne qui m'a accompagnée qui est peut-être était aussi, elle, un peu trop dans la mécanique. Avec un truc un peu protocolaire, qui faisait que je rentrais dans l'analyse et pas dans la réception, voilà, je sais pas, je pense qu'il y avait un espèce de truc ritualisé pour elle et du coup j'examinais, j'analysais exactement les étapes par étape et voilà. Donc j'en suis pas restée là, j'étais déçue. Je me suis dit c'est ça. Donc j'étais très déçue et je me suis dit peut-être que j'étais pas dans les bonnes conditions parce que j'attendais trop de choses, j'imaginais trop de choses, j'étais dans le fantasme du truc et je me suis dit je vais pas m'arrêter là, je vais rappeler. Du coup, j'ai rappelé une autre personne que j'avais trouvée sur Internet, j'ai regardé des avis, etc. Et là, j'ai demandé, j'ai posé des questions. Et je me suis dit, tiens, je retente ma chance, parce que j'avais essayé avec une femme.
Et je me suis dit peut-être que c'était parce que c'était avec une femme. Donc j'ai essayé avec un homme. Et en fait, avec l'homme, j'étais toujours dans ce truc où je lâchais pas prise parce que j'étais dans le contrôle. Et puis, c'est pas facile d'être massé nu, surtout quand on a eu des abus ou des choses comme ça. Voilà, surtout faire attention à ce qu'on n'abuse pas de moi. Et j'ai quand même vécu différemment. Ça a été une forte connexion à mon corps. C'était beaucoup de douceur, beaucoup de sensualité, il y avait beaucoup d'émotions. Je me suis sentie unique en fait. On m'avait jamais touchée comme ça, avec de la présence, de la lenteur. Je me suis sentie honorée, vraiment. Et là, je me suis dit je ressens autre chose. C'est différent. Et je lui ai dit, écoute, en fait, je ressens des douleurs lors des rapports sexuels. J'aimerais bien, arriver à me lâcher. J'aimerais bien avoir du plaisir comme les autres femmes, etc. Et je lui ai raconté justement, un peu mon histoire. Et il m'a dit, écoute, je peux t'accompagner. Et là, je me suis fait accompagner. Alors, j'ai quelque part eu de la chance parce que je pense qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment faire attention sur qui on tombe. Bon, là, en l'occurrence, je pense que je suis plutôt bien tombée. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Et je pense que quand on a vécu des choses en plus, on peut tomber sur des personnes qui peuvent encore plus abuser. Et en fait, voilà. Donc, c'est important de le dire parce qu'il y a vraiment je vais pas dire des charlatans, mais des gens qui abusent en fait de la situation et voilà. Donc moi à cet endroit-là, c'était pas le cas, mais ça m'a beaucoup aidée. Et à partir du moment et vraiment, j'ai été sur un chemin de guérison. Après, j'ai fait une formation en sexologie positive, en sexothérapie. Et t'étais pas sexologue à l'époque? Non, j'étais pas sexologue à l'époque, mais toute petite. Alors déjà, quand j'étais petite, je voulais être sexologue, et après, je voulais être chorégraphe. C'est marrant, toute petite, tu voulais être sexologue, mais parce qu'en fait, j'étais très connectée déjà à mon plaisir. Je me suis masturbée très très jeune. Tu vois, je savais pas ça s'appelait, le petit bouton du clitoris, mais tu vois, je me disais, en fait, j'avais hâte d'avoir la sieste pour pouvoir me masturber. Je vous jure. Et je me suis dit, putain, un jour, je vais me faire gauler. Il faut que j'en fasse mon métier. Oui, et comme c'est un lit superposé, je me souviens très bien. Je me suis dit, oui, mais c'est pas grave parce que si on rentre, on me voit pas tout de suite. Tu vois, et je me cachais sous le lit pour me masturber aussi. Sous le lit pour qu'on me voit pas, en fait. Et t'avais quel âge? J'avais 5-6 ans. Ouais, c'est fou. Tu vois? Et je me cachais, je me disais, il faut que je me cogne la tête. J'avais de la sieste, mais en même temps, tu sais, j'étais déjà stratégique, Mais c'est marrant d'avoir la notion quand t'as 5-6 ans que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Oui, c'est vrai que je l'avais déjà. C'est intéressant. C'est très intéressant. J'avais jamais pensé. Enfin, moi, j'ai déjà vu des bébés se frotter, en fait. Mais vraiment, Bien sûr, quand c'est des bébés. Ouais. Et quand ils sont bébés, du coup, tu t'as pas la conscience, en fait. Donc, tu le fais. Mais c'est intéressant qu'à 5-6 ans, déjà, on pense que la sexualité, il faut se cacher et c'est mal. Enfin, oui, parce qu'en fait, surtout que beaucoup de petites filles, à partir de l'âge autour de 4, 5, 6, le font, mais elles ont pas la notion que ça peut être un peu tabou. Et là, tu vois jamais les autres le faire, donc tu dis que c'est un peu bizarre. Et tu le fais, tu découvres un peu soit que t'as pas le droit de faire ou c'est pas normal de le faire. À 4, 5, 6 ans, tu sais que c'est une zone intime et que les adultes n'ont pas le droit de voir. Enfin, donc tu protèges ta pudeur. C'est aussi autre chose, de dire, ça, c'est un acte intime, ça fait partie de mon intimité. Comme tu fais déjà un peu pipi la porte fermée à cet âge-là, enfin voilà, t'as quand même une notion de pudeur que tu respectes. Ouais. Mais oui, j'en avais déjà conscience parce que c'était surtout faux. Et puis surtout, faut surtout pas qu'on me surprenne parce que je vais me faire engueuler, me faire gronder, tu vois. Il y a déjà ce truc quand même, d'interdit. Oui, parce que je pense que, moi, je suis pas parent, mais si tu vois ton enfant, à part 4-5 ans, faire ça, peut-être tout de suite, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas faire ça. Enfin, alors que c'est pas forcément la chose à dire, mais c'est pas forcément évident de trouver les bons mots. Enfin, je sais pas si et en même temps, te faire gronder, ça dépend de ce que tu avais dans la tête. Parce que, par exemple, si tu disais, tiens, j'aimerais bien, par exemple, me frotter à ce petit copain ou à cette petite copine qui me plaît beaucoup, mais je sais que c'est pas bien parce qu'il faut pas voilà. Déjà, t'as des images d'interdits dans ta tête. Ou pire, j'aimerais bien que quelqu'un m'emporte et qu'il m'attache. Enfin, je sais pas quelles images t'avais dans ta tête quand t'es tout petit, mais parfois t'as aussi des images. Et tu sais que ça, c'est pas bien d'y penser, entre guillemets. Oui. Et donc, tu sais que ce que tu fais, c'est pas... Ouais, je comprends. Il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai. Je me souviens plus des pensées, mais je savais en tout cas qu'il fallait se cacher. Pas de surprise. Ouais. Ah, c'est assez atypique comme parcours et comme envie de... Ouais, c'est vrai. Et en fait, je pense que il y avait quelque chose chez moi qui était un peu la revanche, c'est-à-dire que ça a été
j'ai toujours été joyeuse entre guillemets et c'est comme si j'avais l'impression, enfin c'est pas comme si parce que c'était la réalité. Il y avait un truc chez moi qui était coincé à cause de ce que j'avais vécu et je me suis dit mais même j'ai envie de retrouver mon plaisir, j'ai envie de retrouver cette joie, j'ai envie de retrouver ce truc bubbly parce que en gros c'était de la confiance en moi extérieure et à l'intérieur je me sentais pas normale, tu vois, pas épanouie, un truc qui était bizarre. Les copines me disaient, bah moi c'est super, et puis les sextoys, etc. Et puis moi j'étais à côté. Bah en fait, moi tu mets un doigt, j'ai hyper mal. Pendant la pénétration j'ai hyper mal. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et tu te dis, bah t'oses pas forcément le dire. Et puis tu sais pas si c'est normal ou pas. Il y avait vraiment tout ça pour moi. Je me suis dit, maintenant il y a un problème. Il y a un problème. Et là je me suis dit, maintenant j'ai envie d'être. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai été quittée à cause de ça. C'est-à-dire que je devais me marier à l'âge de 26 ans et mon compagnon m'a trompée. Et en fait, il m'a dit les raisons et il y avait aussi la sexualité dedans parce que j'avais pas beaucoup de désir. Parce qu'en fait, pour moi, c'était pas un bon moment, la sexualité. La pénétration me faisait hyper mal. Ça peut se comprendre en même temps. Bah ouais, tu vois, ça me faisait mal, j'avais pas envie et du coup, j'avais très peu de désir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, bah, une fois par mois, c'était déjà bien. Et je me souviens très bien qu'on courait. En fait, il avait envie, il me courait derrière. Et puis moi, j'étais là en mode petite fille, en fait. Pas femme. Et en fait, avec cette rupture, je me suis dit, mais merde, il y a un truc qui va pas, en fait. Et j'ai conscientisé que si je ne réglais pas ce problème, je n'allais pas être pleinement épanouie dans ma vie de femme déjà d'une, et puis surtout dans ma vie de couple parce que c'était pas possible d'avoir une vie intime où j'ai pas désir, où j'ai mal, où j'ai pas envie de l'autre à cause, enfin c'est même pas à cause de lui parce que je l'aimais en plus. Et en fait ça m'a fait vraiment un gros déclic et je me suis dit, soit je me positionne en victime, soit je me prends en main et en fait non, ce n'est pas normal et je me fais accompagner. Et ça s'est passé comme ça. Ah bah c'est une belle entrée en matière en tout cas. Bah ouais, c'était en fait et je suis contente finalement que ce soit passé parce que je sais même pas si finalement j'aurais fait tout ce chemin. Tu vois. Et pour toi, le tantrisme, c'est un outil d'empouvoirment pour les femmes comme les hommes. Ouais, complètement. Pour moi, c'est un chemin de guérison déjà avant tout. Alors c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Donc c'est comme ça que je le propose aussi, parce que pour moi c'est vrai que c'était de la douleur dans le corps, tu vois. C'était de la déconnexion au corps. T'as mis un mot dessus qui était le vaginisme ou pas du tout? Non, c'était pas du vaginisme, c'était de la dyspareunie. D'accord, juste la douleur. Ouais, la douleur lors des rapports sexuels. C'était pas le périnée qui se contracte de façon volontaire. Okay. Ouais, non, c'était vraiment j'avais mal quoi. Si je contractais quand même, tu vois. Bah ouais, mais ça ressemble j'avais un peur. peu au vaginisme. Ouais. Tu mets un doigt, tu contractes. Parce que tu faut savoir d'où vient la douleur. Voilà, quand même, exactement. Ça passait, mais c'était douloureux. Suite à ça, du coup, ça t'a guéri quoi. T'as une sexualité oui, complètement normale quoi. Voilà, j'ai une sexualité. Puis je suis allée plus loin. J'ai découvert bah justement, en fait, une fois que tu démarres. Tu dis, bah, après, il y a ça. Après, il y a l'orgasme. Après, il y a les jouets coquins. Après, il y a ceci. Après, cela. Et en fait, c'est tout un univers que tu découvres. Un nouveau monde. Un nouveau monde. Pour moi, la sexualité, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est pour ça que j'adore aller dans les réunions de Flore, tu vois, et les événements de Flore. Parce qu'en fait, je découvre toujours des trucs. C'est la caverne d'Ali Baba. Voilà, alors, la caverne d'Ali Baba. Et les 40 voleurs. Oui. Venons-en à toi. Alors, pourquoi j'ai commencé à être journaliste? Alors moi, c'est plus que coach, qui est l'activité de Jessica, qui est vraiment dans l'accompagnement et on comprend, ça fait sens. Le journalisme, ce qui m'a intéressée, c'est les discours que posent les gens sur la sexualité. J'ai commencé en vendant des sextoys dans des soirées d'enterrement de vie de jeune fille ou à domicile, donc en groupe de filles, avec le sextoy qui devient un prétexte pour parler de sexe de façon drôle ou pas d'ailleurs sur la vie intime de chacune de ces nanas-là, qui étaient censées être meilleures amies, mais qui très souvent n'avaient jamais vraiment eu de discussions très profondes sur le sexe. Et moi, faisant mes petits jeux rigolos, j'arrivais avec des conversations qui étaient très lourdes, avec beaucoup de traumas, avec beaucoup de choses que les filles me racontaient, et puis des attitudes que je trouvais vraiment extrêmement diverses, c'est-à-dire que ça pouvait aller de quarantenaires qui étaient en deuxième phase de mariage, qui étaient très décomplexés, qui disaient j'ai pas besoin d'un sextoy, moi j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, je baisse comme je veux, et vraiment ce truc mais too much dans la surenchère, tout comme j'ai eu des filles qui se sont cachées les yeux quand j'ai sorti un petit machin rose, c'était même pas réaliste, enfin et vraiment c'était impossible pour elles de regarder dans un canard vibrant, enfin on en est là quoi, dans les yeux, en
se disant c'est le péché absolu. J'ai vécu des trucs fous, c'est-à-dire des gens à la fois extrêmement pudiques, comme extrêmement extériorisants, comme en voulant rigoler mais trop. Et je trouvais que les gens n'avaient pas un ton que je trouvais moi juste sur la sexualité, c'est-à-dire que j'en parle comme si je parlais d'une recette de cuisine ou du climat actuel. Enfin, je sais pas, je peux parler de plein d'autres sujets avec un ton rationnel, neutre, informatif, un peu rigolo s'il faut en rire un petit peu pour divertir, mais pas plus que ça. Et je sentais que toutes les réactions que j'avais en face de moi étaient des réactions que j'appellerais épidermiques, c'est-à-dire avec beaucoup trop d'émotionnel. Dans tous les sens, hein, rigolo, pas drôle, traumatisant, extrêmement enthousiasmant, enfin dans tous les sens, avec beaucoup de méconnaissance, c'est-à-dire que les gens aussi, quand on vient sur le sujet du sexe, adorent dire ah oui de toute façon ça c'est trop nul, ah oui ça j'adore, ça il faut absolument le faire, moi j'ai raison, moi j'ai tort, tout en se disant mais c'est fou que dans plein d'autres sujets, par exemple sur la nutrition, les gens vont dire ah bah oui ça je pense que c'est plutôt bon pour la santé mais je sais pas trop, enfin je suis pas nutritionniste, je vais me taire. Et alors quand vient le sujet du sexe, les gens c'est tellement important pour eux d'y mettre du sens et d'avoir raison qu'ils vont s'enfermer dans des certitudes et tout de suite être sûr que j'ai eu tout. Hein. La sodomie, c'est pas bien, faut jamais le faire. Ou alors c'est génial, toutes les femmes devraient essayer. Enfin, pourquoi les gens ont comme ça des préjugés et des certitudes sur le sexe? Bref. Je vends mes petits sextoys et puis après je continue ma petite carrière là-dedans parce que je me dis il y a vraiment un sujet à aller creuser, c'est-à-dire que le sexe est presque un des seuls sujets de conversation où les gens se satisfont de leur méconnaissance, ont un émotionnel totalement fou là-dessus, ce qui montre bien qu'en fait on n'a pas assez de connaissances à ce sujet, qu'on en a besoin cruellement et qu'on a besoin de creuser, de comprendre ce qui se passe dans nos corps, dans nos cerveaux et dans nos sexualités pour pouvoir juste structurer la société, faire des lois pertinentes, débattre correctement quand vous voyez des sénateurs ou des députés parler aujourd'hui sur le sexe, c'est toujours avec trop d'émotionnel et c'est toujours avec beaucoup trop de méconnaissance. Et c'est pas normal. En fait, c'est pas normal de voter des lois. Et puis, c'est des lois qui sont pas des petites lois. C'est pareil, c'est des lois extrêmement émotionnelles. Avec du 20 ans de prison, du 30 ans de prison. Des ça, c'est pas bien. Ça, faut jamais. C'est très, 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 très lourd avec de la méconnaissance, trop d'émotionnel, là où ça devrait être rationnel, posé, avec de la recherche qui va financer telle ou telle étude. Un sujet comme les autres, quoi, en fait, au final. Un sujet qui mérite le même sérieux, la même rigueur, la même mesure, la même nuance que tous les autres sujets qui touchent au climat, à la nutrition, au sport, tous les autres pans de la vie qu'on peut avoir. Donc, et surtout qu'en plus de ça, le sexe et la vie affective, c'est quand même des sujets qui nous intéressent tous. C'est-à-dire qu'on a aussi, je pense, un système de pensée qui est très obsédant pour ce que les Américains, et je trouve que le mot est assez juste, appellent le mating. Le mating, en français, on dirait l'appareillement, mais c'est pas très joli, c'est-à-dire trouver un partenaire, que ce soit sexuel, affectueux, romantique, bon, trouver quelqu'un, quoi. Se trouver quelqu'un, il est quand même assez obsédant dans le corps de tout le monde, pour mériter une recherche sérieuse, de la nuance, des discours et du sens pertinent, et pas du tout des espèces de discours extrêmement émotionnels et démesurés que moi je retrouve à beaucoup d'endroits. Voilà pourquoi je me suis lancée en vendant des sextoys. Et puis en fait, tout mon parcours a été globalement. Et comment t'as fait le pont entre je vends des sextoys et finalement je deviens journaliste? J'ai été embauchée par la boîte qui vendait des sextoys, qui m'a dit bah tiens, pour fédérer ces jeunes filles, lance des événements des apéros de littérature érotique. Sauf que à mes événements d'apéros de littérature érotique, je n'avais plus du tout les jeunes filles que j'avais ajoutées sur Facebook à l'époque, parce que c'était Facebook. Et je les avais toutes invitées. Et en fait, c'était pas ces jeunes filles-là qui venaient, c'était tout le milieu libertin, polyamoureux, BDSM, je ne sais quoi, qui venaient à mes événements. Donc des gens beaucoup plus âgés qui m'invitaient à leurs événements. Et moi, bien, je sortais parce que les gens ils venaient, moi j'y allais. Et donc j'ai fait toutes les soirées. Et ça a intéressé Femme Actuelle à l'époque, qui m'avait suivi sur un apéro. Et puis je fais de l'animation tout le temps, je fais des jeux, j'aime beaucoup ça. Parce que moi, c'est ma façon de communiquer, c'est-à-dire à travers le jeu et le prétexte de l'amusement, en fait, je vais venir tirer des discussions sur le sexe qui sont un petit peu plus profondes. Mais c'est moi qui pose le tempo de trouver une discussion drôle, ludique, marrante sur le sexe pour avoir une sorte de cadre rigolo et après les gens mettent ce qu'ils veulent dedans.
Et ça m'a suivi tout mon parcours professionnel, d'avoir cette espèce d'espace-là, de créer des espaces en fait un peu rigolos sur le sexe. Et donc Femme Actuelle m'a repérée, j'ai fait une web-série chez Femme Actuelle, puis après j'étais embauchée par Union, puis après j'ai continué dans les médias, et puis après j'ai monté des sociétés. Voilà le parcours de quelqu'un qui est dans un mais parce que le sexe, au-delà de ça, c'est un secteur d'activité qui est très particulier parce que à moitié en friche, très compliqué, très instable, très bancal quand vous faites de l'entreprise sur le milieu du sexe. Tout est compliqué, les financements auprès des banques, les lois qui évoluent tout le temps. Quand vous êtes sur des réseaux sociaux, et ben les lois, les règles des réseaux sociaux, elles varient énormément. Donc vous êtes sur des systèmes bancals qui sont meubles, qui sont vraiment des sables mouvants du sexe. Donc vous pouvez pas entreprendre de façon sereine. Donc on a une sorte d'écosystème dans le milieu adulte ou sexuel qui est totalement désorganisé. Il n'y a pas des grosses structures, des gros mastodontes qui sont créés comme on pourrait le voir, je sais pas, dans l'aviation, dans l'automobile ou dans le sportswear, enfin tous les métiers qui sont à peu près stables, qui bougent pas pendant 10 ans. Nous, ça bouge tellement pendant 10 ans que en fait personne ne peut entreprendre sereinement. Donc, comme personne ne peut entreprendre sereinement, vous arrivez sur un territoire qui est complètement en friche, donc qui laisse beaucoup d'opportunités à des gens qui veulent se lancer. L'inconvénient de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune sérénité à l'entreprise pérenne sur le long terme et toujours tributaire de Google qui va faire sa dernière mise à jour sur le SEO et qui va complètement le planter, de Instagram qui du jour au lendemain décide que c'est nul votre compte, du dernier député qui a décidé que ce truc-là c'était le mal absolu et que tout ce commerce devait s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, c'est des poudrières. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint en fait ta première analyse quand tu étais justement avec les sextoys. Enfin, la société n'a pas trop évolué puisqu'en fait on est toujours là-dedans et il n'y a pas des choses qui sont stables concrètement. La société ne donne pas un cadre qui fait en sorte qu'on peut L'instabilité est toujours là. Maintenant, elle a extrêmement... En fait, c'est fou parce qu'elle a extrêmement évolué en 10 ans d'activité, notamment avec MeToo qui a quand même changé énormément de choses sur plein de sujets. Maintenant, l'instabilité est toujours là. MeToo n'a pas réglé le problème qui est pour moi fondamental, qui est celui de la stabilité, de la pérennité de nos sexualités. Et selon moi, mais ça c'est un avis personnel, c'est la connaissance et la science qui pourraient l'amener et qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous dans le monde. C'est-à-dire que il y a très peu de lois où, par exemple, je vais prendre le proxénétisme. En France, c'est interdit. Vous faites 300 km, 400 km vers l'est, c'est autorisé en Allemagne. Au sud, c'est autorisé en Espagne. Au nord, c'est autorisé en Belgique. Donc, en fait, il y a plein d'autres pays qui disent ça, c'est OK. En France, c'est 20 ans de prison. C'est très lourd. Hein. C'est une peine qui est très, très grave. C'est de la haute criminologie. Mais des centaines de kilomètres de là, ça va. Et sur des pays civilisés, hein, l'Allemagne, ça va. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de méconnaissances. Et puis, vous prenez la France sur 50 ans, les lois sur le sexe, c'est des lois qui évoluent sur une même culture extrêmement, extrêmement rapidement, ce qui n'est pas le cas sur tous les autres domaines sociétaux de législation. Et ça évolue aussi énormément sur des pays frontaliers qui, pareil, sont dans des aléas judiciaires qui sont très originaux. Et pour moi, c'est parce qu'on manque de connaissances et de raisonnement structuré, sourcé, pragmatique, rationnel. Parce que moi, j'ai l'impression que le sexe va beaucoup avec la culpabilité. Le sexe fait peur. Donc, du coup, on n'ose pas, justement, le fait que tu fasses un bar à fantasmes, moi, je trouve ça génial parce que, en fait, ça devrait être... ça démocratise un commun. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te dit, oui, ça existe. Oui, tout le monde fantasme. Et oui, tu peux avoir une envie que ça se concrétise et ça fait pas de toi quelqu'un d'horrible ou de... Bah, ça dépend si ton envie, c'est de faire l'amour avec des enfants de 12 ans comme Adsnef. Soit. Bah, voilà. Mais non, mais c'est ça la question, en fait, qui est fondamentale. Parce que et souvent, les gens ont envie de gens qui n'ont pas envie d'eux. Enfin, le vrai problème, c'est, et le problème fondamental, c'est les hommes ont envie de beaucoup de femmes qui n'ont pas envie d'eux. Donc c'est ça aussi le problème du fantasme. C'est parfois c'est juste faire l'amour avec une femme, ça me suffirait. Oui, mais elles sont pas consentantes, mon grand. Donc il y a cette question du désir qui est fondamentale et on ne comprend même pas ce que c'est le désir, par exemple. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est de la testostérone, c'est-à-dire on désire n'importe qui parce qu'on a juste envie d'une pulsion sexuelle? Est-ce que c'est le système dopaminique, c'est-à-dire une fois que je me suis masturbée, ça m'a fait tellement plaisir que j'ai envie de recommencer? Est-ce que c'est un système qui vient ailleurs? D'où vient le désir en fait? Endocrinien, dopamine? Non, en fait, alors. Tu as plusieurs chercheurs qui vont te dire il peut y avoir 3 systèmes de désir et donc si c'est le système de testostérone, testostérone c'est un désir qui est très spécifique qui globalement t'incite à te reproduire avec n'importe quel partenaire disponible.
Et quand tu prends beaucoup de testostérone, ouais, peut-être que dans le métro, tu as envie d'avoir beaucoup plus de partenaires que quand tu es dans un système, ça peut être dopaminique ou ocytocinique, c'est-à-dire tu vas fantasmer sur un seul et même partenaire et tu vas t'attacher, tu veux faire de l'amour plus qu'avec lui. Donc on sait même pas de quoi on parle quand on dit désirer les personnes et sur quel système on est et est-ce que les hommes et les femmes sont vraiment différents dans leur désir et si oui, à quel pourcentage et de quoi on parle. Mais ça, il y a pas de recherche. Hein. Les chercheurs ont pas de il y a pas de consensus scientifique. Donc, tant qu'on ne résout pas des questions fondamentales de société, c'est quoi le désir humain, comment on désire, où est-ce que ça se situe, et puis est-ce que ça se règle avec des problèmes endocriniens, c'est-à-dire très bien, pour les pédophiles non pédocriminels qui existent dans la société, c'est-à-dire ceux qui ont envie de faire l'amour avec des enfants mais qui ne le feront pas parce qu'ils savent que c'est pas bien, mais qu'en même temps ils deviennent profs de sport et qu'ils sont en train de regarder. Mais ça existe. Tous nos petits enfants, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on leur met des petites hormones, des castrateurs chimiques de convenance pour que ça baisse un petit peu et que ils deviennent aviateurs et qu'ils laissent les enfants tranquilles et d'arrêter de fantasmer en les regardant en t-shirt? Est-ce que les fantasmes sont tous bons? Non. Il y a des pédophiles qui ne sont pas si négligents. Voilà, qui ne sont pas des pédocriminels et qui ne vont pas agresser les enfants mais qui vont les regarder dans les shorts. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Mais c'est vachement intéressant. Ouais. Par exemple, le fétichisme, très mal étudié. À part Freud qui a posé la question de qu'est-ce que c'est le fétichisme, personne vraiment se dit tiens, on va faire des études sur pourquoi est-ce qu'il y a, moi je pense, 10% des mecs qui sont obsédés par les pieds. C'est pourquoi les pieds? Dans toutes les cultures, les gays aussi, c'est pas juste hétérosexuel. Qu'est-ce qui se passe avec les pieds? Pourquoi personne se pose cette question-là des pieds? Il y a que moi qui trouve ça intéressant. Bon. Très souvent, quand tu écoutes des gens qui ont des témoignages sur le fétichisme des pieds, ça se fige entre 3 et 12 ans selon de ce qui se rappelle, etc. Tu sais très bien que c'est très jeune, que ça ne va pas partir avec le temps, que ça ne va jamais, c'est pas parce qu'ils auront fait des trucs avec les pieds qu'au bout d'un moment, ils passent à autre chose. Et ça va les garder toute la vie. Que les hommes, jamais les femmes. Il n'y a que les hommes qui sont obsédés par les pieds. Pourquoi ça se fige dans la petite enfance? Est-ce qu'il y a un territoire génétique? Est-ce qu'il y a de l'épigénétique autour de ça? Est-ce qu'on peut l'éviter d'une certaine façon? Je sais pas. Hétéro comme homosexuel. Voilà, tout le monde s'en fout. Mais je sais pas, il y a pas d'études. Le désir reste vraiment un mystère et personne n'a envie d'aller vraiment peut-être le percer, quoi. Et je suis d'accord avec toi, je pense que ça pourrait être hyper intéressant de savoir, d'avoir des catégories et de comprendre parce que même tous ces gens qui ont des pulsions, ces hommes qui ont des pulsions par rapport aux enfants, ils sont peut-être même malheureux parce qu'en fait, ils savent que c'est pas forcément bien et c'est des choses que tu peux pas lutter contre et c'est assez compliqué, en fait. Enfin, moi, j'ai déjà eu des reportages, j'ai lu des choses là-dessus où, en fait, il y a des gens, des fois, qui vont aller voir quelqu'un en disant, en fait, là, moi, j'ai un problème. Et donc, c'est vrai que ça devrait être un peu mieux connu. Et puis dire que la personne, moi je suis pour que cette personne librement, parce que les pédophiles sont tellement diabolisés en France que ça les silencie et que parfois ils ne veulent pas aller voir des gens pour se faire aider. Or, si c'est accepté, c'est dur, hein, qu'une partie des hommes se soient figés dans leur enfance sur 12 ans et qu'ils n'arrivent pas à passer à la partie puberté et que c'est comme ça, si on accepte d'en parler, c'est pas des pédocriminels, c'est des gens qui ne sont jamais passés à l'acte en disant mais tu peux te faire aider, voilà comment ça peut se passer, voilà comment on peut t'accompagner, voilà comment on peut faire en sorte que ta pulsion et le monstre un peu qui vit à l'intérieur de toi, tu puisses vivre sereinement avec. Je pense qu'on vivrait quand même mieux, mais il faut qu'on connaisse nos fantasmes, il faut qu'on sache ce qui se passe dans nos têtes, parce que la sexualité c'est quand même un territoire qui est quand même très 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 primitif. Beaucoup d'espèces qui sont sexuées, ça remonte à je sais pas trop quoi dans notre psyché et c'est vraiment des endroits très qui sont des endroits un peu de lutte, de pouvoir, parfois de violence et faut qu'on soit capable de le regarder en face. Il y a beaucoup de zones d'ombre encore de ce côté-là. Jessica, t'as envie de rebondir par rapport à tout ce que tu viens d'entendre? Ouais, en fait, ce que j'entends moi, c'est ce que ça me fait en fait, c'est aussi d'avoir une compréhension de l'être sexuel qu'on est. Qui on est avec nos parts d'ombre et de lumière dans notre sexualité et de pouvoir déjà en prendre conscience parce que je pense que parfois on sait pas trop, on se pose pas trop de questions et puis d'où ça vient et quelle est notre histoire sexuelle, comment ça s'est construit, pourquoi est-ce qu'on est cet être sexuel là aussi parce que finalement ça vient aussi de ce qu'on a vécu, tu peux t'en parler Flore, de ce qu'on a vécu, de nos conditionnements, peut-être de nos croyances, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu sur la sexualité et moi ce que j'adore c'est comprendre, en tout cas moi quand je travaille et quand j'accompagne, c'est aussi de comprendre l'être sexuel qu'on est aujourd'hui, comment est-ce qu'il s'est construit et les fantasmes, comment ça s'est construit aussi. Et je trouve ça génial parce que moi je travaille beaucoup avec les langages érotiques.
le côté primal. Donc, on a 4 langages érotiques prédominants qui ont été développés par une sexologue américaine. Donc, le primal, donc bestial, sensuel, transgressif et le côté sacré de la sexualité. Donc, moi, c'est vrai que j'adore être caméléon, donc les 4. Mais c'est ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est le côté aussi sacré de la sexualité, puisque ça a été aussi mon chemin pour moi. Et on en parle peu en plus, je trouve. Je trouve que Ouais. ce côté sacré de la sexualité, c'est quelque chose qu'on en parle peu. On en parle peu parce que je pense que Ça intéresse beaucoup les femmes déjà plus que les hommes, par Ouais. exemple, en termes Ouais. de goût. ouais. Et dans ce que j'écoutais, enfin, tu vois, par exemple, je me permets juste, mais sur Vas-y. le tantrisme, quand t'as commencé à dire c'est pas un fantasme, t'as parlé d'un fantasme qui est récurrent chez toutes les femmes, moi, que j'ai écouté sur le fantasme très souvent et qui viennent dans mon bar à fantasme, c'est le care. C'est en fait, on prend le temps, Ouais. c'est le soin. Et alors, le fantasme du care, tu le déclines à toutes les sauces, hein. Ça peut être le massage, le tantrisme, tout ce que tu veux. La personne m'est dévouée, elle Oui. prend soin de moi. Ouais. Ça, toutes les nanas. Exactement. Aucun mec ne m'a jamais dit ça. Oui, Toutes les nanas. tout à fait d'accord avec Très toi. transversale. Parce que justement, tu vois, j'ai tourné le programme Sextantrique et je regardais, je fais moi j'ai envie de vivre ça tous les jours. C'est ce que je me suis dit. En fait, je voudrais vivre ça tout le temps. Bon, c'est pas le cas. Et ça, c'est quoi? Raconte-nous. Ça, c'est le care, ce que Flore dit, c'est-à-dire qu'on prenne le temps pour moi, que chaque partie de mon corps soit honorée, qu'on me regarde dans les yeux quand on me fait l'amour, que on prenne le temps, que la pénétration soit lente et douce. Pas que ça, hein, mais ça aussi. Tu vois, le côté vraiment caring, prendre du temps, me sentir unique aux yeux de la personne et vraiment qu'on prenne du temps et que je mérite ce temps. Tu vois, il y a ce côté un peu c'est ce côté unique. Tu me regardes avec des yeux dont personne n'a regardé comme ça. Personne n'a regardé mon corps comme ça. Personne n'a honoré mon corps comme ça. Et il y a ce truc, voilà. Et pour moi, tu vois, tu disais que c'était les femmes. Bah oui, les femmes, elles ont envie de ça aussi, tu vois. Et il y a vraiment ce côté, le temps, créer notre bulle, on fait l'amour, c'est hyper intense, il y a une connexion profonde. C'est tout ça, tu vois, le tantra, le sexe tantrique. Mais c'est ça, parce que moi, j'aimerais justement qu'on définisse le sexe tantrique, parce que on a tous une idée de ça, et tout le monde en parle comme ça, mais personne ne sait, en fait, j'ai l'impression, clairement. Du coup, si on peut avoir une définition, c'est celle-ci. Ouais, je vais donner en tout cas moi mon expérience. Je pense que ça sera plus juste ma vérité à moi, comment je le vis. En fait, déjà le tantra à la base, c'est pas, ce sont des textes en sanskrit, ce sont des rituels. Ça n'a rien à voir avec la sexualité à proprement dit. Moi, c'est vrai qu'en tant que sexothérapeute et coach en sexualité, je me suis beaucoup intéressée au tantra et cette philosophie tantrique dans la sexualité. Du coup, sexe tantrique. Et par exemple, dans le programme sexe tantrique, c'est vrai que moi, j'ai abordé comment je vois les choses. Je l'ai abordé d'une manière à ce que le sacré, le corps sacré soit mis en avant et le côté aussi énergétique de la sexualité soit mis en avant. Mais pas que d'ailleurs le sexe, le côté énergétique de la sexualité, mais le corps énergétique. Donc c'est en fait, sans même parler de sexe, c'est comment est-ce que le corps, comment est-ce qu'on amène la dimension sacrée au niveau du corps et comment est-ce qu'on amène l'énergétique d'un point de vue aussi corporel. Le corps est énergétique, le corps peut être sacré. Donc on enlève le sexe quoi dedans. Et ensuite, comment est-ce que la sexualité peut honorer aussi l'ensemble du corps, éveillé avec la lenteur, comme un corps qui est en offrande, qu'on va honorer, on va éveiller dans tous ses sens. Chaque partie du corps va être caressée, éveillée, j'ai envie de dire de sentir. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait, hein, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, avec plein de touchés différents. C'est une expérience sensorielle. Et comment est-ce qu'on emmène justement à un orgasme de tout le corps? Et pas un orgasme qui est focalisé au niveau du génital, pas un toucher d'ailleurs génital, c'est le corps qui est éveillé, qui est exploré, on fait monter en puissance avec des techniques du aging presque, hein, je fais monter le désir et l'envie, mais surtout on fait durer le plaisir. Et puis à un moment donné, c'est le corps qui tremble, c'est le corps qui vibre, etc. Donc si tu veux, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, c'est comme ça que moi je le transmets. Et il y a vraiment cette puissance aussi au niveau du corps et ce que le corps peut vivre.
au niveau sensoriel Et- aussi. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire, par exemple, avec un partenaire. Faut que tu aies toujours le même partenaire. Est-ce que ça n'a pas d'importance? Est-ce que tu peux le faire toute seule? Enfin, comment est-ce que si on est pragmatique, genre moi, je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Bah déjà, je pense que c'est il y a plein de choses qui peuvent t'aider déjà à être connecté au corps, à être ancré, tout ce qui est body scan. Ça va t'aider parce que déjà c'est la relation à ton propre corps, tu vois. La méditation, ça peut t'aider à être connecté aussi à ton corps. La respiration, c'est primordial pour ressentir. Et la respiration va toujours te ramener à la lenteur, à la conscience. Quand tu es dans les pensées, parce que souvent, tu sais, des fois, on est en train de faire plein de choses, on pense à plein de choses, etc. On a du mal à être dans le moment présent. C'est comment est-ce que tu retournes au moment présent, aux sensations aussi corporelles grâce à la respiration qui t'amène à ici et à maintenant. Donc ça va être important. Et tu peux très bien, moi, mon premier orgasme tantrique, je l'ai eu toute seule, par exemple. Et j'en ai pleuré tellement c'était beau. Je l'ai eu toute seule parce que, alors c'était un stage de tantra, mais je l'ai eu quand même toute seule. Il y avait plein de gens autour de moi, mais je l'ai eu quand même toute seule. Et après, j'ai reproduit à la maison et là, je fais, c'est trop génial, j'arrive à le refaire toute seule. En fait, ce qu'on a fait, c'est que donc j'étais à un stage de tantra, on fait des respirations, on inspire par le nez, on expire par le ventre, on fait ce qu'on appelle le micro-orbite où on va faire circuler l'énergie sexuelle le long des chakras, et puis tu fais que ça en fait. Tu fais que ça. Et puis alors j'avais une personne en face de moi, je savais pas qui c'était, je le connaissais pas. Et en fait lui aussi faisait des respirations synchronisées. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une animatrice qui est venue. Elle avait, je pense, beaucoup d'énergie dans ses mains. À un moment donné, moi, j'ai fait circuler. Et puis, elle m'a posé la main. Mais ça s'est passé comme ça, hein. Elle a posé la main sur ce qu'on appelle le chakra couronne, au niveau du crâne. Et là, j'ai ressenti une espèce de lumière blanche et j'ai vraiment ressenti quelque chose que j'avais jamais vécu. Je sais même pas comment le décrire en fait, parce que c'était la première fois en plus que je le vivais, donc pour moi déjà c'était bizarre. Mon corps commence à trembler, je comprends pas trop ce qui m'arrive, et on sait pas, je me suis pas masturbée, enfin c'était pas si du tout sexuel, hein. Voilà. Et est-ce que ça me fait penser à comme une montée de Kundalini exactement, Ouais, voilà, c'est comme ça. une montée de Kundalini. Et c'est une montée de Kundalini d'ailleurs, en fait. C'est ça que j'ai vu. Et à ce moment-là, du coup, je me rends compte de la puissance de mon corps. Je pense que c'est le déclic que j'ai eu. Mon corps, il est capable de ressentir ça. Je crois que c'est ça que j'ai eu. Et puis, j'ai voulu, entre guillemets, je me suis dit, j'aimerais bien le revivre. Tu vois, et pas être forcément accompagnée par un stage, etc. Parce que les stages, c'est bien, mais c'est pas non plus... Avec un monsieur que tu connais pas qui D'ailleurs, c'était un peu bizarre, ça. Sur le moment, je me suis dit, c'est un peu chelou, ce truc. Mais bon, je me suis laissée porter, puis c'était une animatrice que je connaissais, donc il y avait la confiance aussi. Parce que je sais pas, honnêtement, je sais pas à quel point tu peux... Enfin, je peux pas refaire l'histoire, mais je connaissais la personne qui accompagnait, et je crois que ça m'a aidé aussi à me sentir en sécurité pour vivre l'expérience. Mais bon, je rentre à la maison, je fais mon truc, et puis je faisais un cursus de sex coaching à l'époque aux États-Unis, en même temps, dans un institut tantrique, où elle nous apprend justement trois choses, qui nous apprend à faire circuler l'énergie, la respiration, le son et le mouvement. Elle nous explique exactement, tu inspires, tu expires, tu te fais des méditations en même temps, tu te masturbes, en masturbation en conscience, etc. Tout ça, c'était nouveau pour moi. Mais je pratique, quoi. Je me dis, attends, j'ai envie de le revivre, ce truc. Donc, je pratique. Et là, je fais exactement, donc je fais le sounding, donc j'inspire, j'expire, je fais hyper attention. Je mets un peu de techniques de breathwork avec de la musique un peu rythmique. Je fais les enfin bref. Voilà, toute seule sur mon tapis de yoga en me disant, bon, j'attends rien, mais si ça vient, c'est quand même super cool. Parce que je crois aussi que le truc, c'est vraiment de se dire, j'attends rien. Parce que le truc de je veux attendre quelque chose, ça m'est, avec le massage tantrique, je suis passée complètement à côté de l'expérience en mentalisant tous les trucs. Je me dis, ok, là, t'attends rien, Jess, vis le truc. Et là, je fais mon truc. Et en fait, j'en ai des frissons là, parce que ça me fait, voilà. Parce que je me souviens, et j'étais toute seule dans mon appartement, sur mon tapis de yoga. Je me suis masturbée, je me suis caressée, etc. Je fais le sounding, inspire, expire. En même temps, je fais et puis après le mouvement, tu sais, je commence à boucher dans mon corps en même temps. Et là, ça vient.
je ressens pareil, les tremblements, etc. Et je me mets à chialer. Je crois que vraiment j'avais envie d'en plus, j'avais besoin de libérer, j'avais beaucoup d'émotions que je gardais. Et puis en plus, il y avait un truc de joie en même temps, de me dire, enfin un peu, waouh, mon corps il est capable de vivre ça. Et là, je me suis mise à pleurer. J'étais heureuse quoi de vivre ça. Et puis après, c'est là que j'ai commencé à avoir ces orgasmes-là avec un partenaire, parce que j'avais compris entre guillemets la méthode. Le chemin. Tu as Voilà. c'est le chemin. Un peu le truc de comment je peux l'avoir. Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie en sécurité pour le vivre avec un partenaire. Et c'était un peu bizarre parce qu'en plus à cette période-là, j'étais célibataire. Donc le vivre avec quelqu'un, c'était assumer aussi que je fasse du breathwork, enfin respirer et tout. Pendant l'acte. Oui. Donc tu rencontres le mec, tu connais pas, et puis tu fais des respirations un peu cheloues et tout pendant que... Et en fait, je vais vous raconter un truc. À un moment donné, je contractais mon périnée, donc c'était je savais pas que ça allait être mon mec, mais c'est devenu mon mec. Mais il est jamais parti. Il m'a dit, j'entourerai mais pas en de fait, comme moi, ça. je m'étais dit un truc. Je me suis dit, quitte à faire, je suis célibataire, je profite et puis je pratique. Puis il se barre. Je veux dire, Moi, tu seras entraînée, quoi. voilà, je me suis dit à un moment donné, je vais m'entraîner. Et là, je fais des contractions du périnée et tout. Le préservatif, il est resté coincé. Mais non. ouais. Si, je te jure. Le préservatif reste coincé. On fait ce qu'il faut pour l'enlever, n'est-ce pas? Et puis c'était donc je lui ai demandé quand même. Je lui ai dit je suis désolée parce qu'il devait se demander ce que je faisais. Je suis désolée, je contractais mon périnée pendant l'acte sexuel. Je pratique. Voilà, je lui dis je pratique en ce moment, je fais un cursus de sex coaching et on a des pratiques à faire. Voilà, donc je pratique et puis je lui dis est-ce que ça t'a perturbé? Il me dit non, c'était super agréable. De squeezer le périnée, forcément tu ressens encore plus le vagin, ça resserre. Voilà, donc ça pour la petite histoire, ça c'était comme ça et puis finalement ça l'a pas dérangé donc je continue à pratiquer Avec lui. Massage tantrique etc. Avec lui, il était tout content et en fait tout ça pour dire que au départ on peut vraiment être célibataire parce que souvent on me pose la question, on me dit mais est-ce que on est obligé de forcément avoir quelqu'un? Non, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un. Moi j'ai fait toute seule, j'ai eu des moments toute seule, orgasmiques, sans sexualité, avec sexualité, solo. Et puis après, ça peut être avec un plan cul, ça peut être, après, au moment où personne elle est ouverte. Puis on n'est pas obligé de lui dire non plus. Enfin, bon, faut pas que ça arrive. Faut pas non plus faire le même truc. Mais je pense que vraiment, dans la tête des gens, c'est un truc à faire en couple, à deux. Pas du tout. Et puis ça peut être fun. Et puis de toute façon, c'est de l'expérience. Ça vient pas. Voilà, c'est pas grave, quoi. Ouais, souvent j'ai l'impression que l'idée reçue c'est en fait notre couple on n'arrive plus trop à faire l'amour ou on est un peu dans un moment qui va pas trop et si on essaye le tantrisme aussi, tu vois, ça peut être aussi une espèce de ressource. Oui, c'est vrai. Et peut-être que c'est pas forcément le meilleur moment choisi pour essayer le tantrisme, qu'on peut l'essayer bien avant dans d'autres choses et le démocratiser, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vraiment ce que je recommande, c'est une expérience. C'est comme le BDSM, on va reparler des fantasmes, mais ou plein d'autres choses. Mais pour moi, c'est en gros, t'as plein de façons de vivre, d'expérimenter la sexualité. Et pour moi, le tantra en fait partie. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Bon, il y avait le chemin de guérison, mais même sans ça, en fait, je veux dire, le BDSM, je l'ai expérimenté. J'ai envie de l'expérimenter encore plus parce que je trouve ça génial d'apprendre sur soi. Pour moi, la sexualité, c'est vraiment psychologique. C'est se comprendre soi, c'est de la connaissance de soi, c'est apprendre à dire ses limites, apprendre à dire ses désirs, ses besoins. C'est moi travailler sur ma sexualité, ça a été un vrai chemin de dev perso pour moi. J'apprends mieux à dire mes désirs et mes besoins en général. Le côté sacré de la sexualité, ça m'a appris à être vulnérable. D'accepter d'être vulnérable parce que moi j'avais toujours une espèce de carapace, fallait que je sois forte, truc bidule machin. Non, maintenant c'est mes parts de lumière, je les accueille, je les assume, je suis pas parfaite, il y a ça chez moi et puis le fait de se regarder dans les yeux, comme on dit là, on parlait d'un exercice, on se regarde dans les yeux. J'avais beaucoup de mal moi à faire cet exercice qui paraît être tout simple, mais c'est accepter d'être vue. Et moi j'avais beaucoup de mal à être vue ou à voir l'autre dans les yeux. Enfin, je veux dire, regarder l'autre dans les yeux comme ça dit beaucoup sur soi. Tu vois? Et moi, j'arrivais pas. Et le fait de travailler avec ces pratiques-là,
ça m'a permis de me connecter vraiment à l'autre, d'accepter d'être vue, d'accepter qu'on me voit, enlever cette espèce de carapace de femme forte tout le temps, tu vois, et de me dire bah non en fait, voilà, je suis tout ça et je suis à poil, tu vois, Mais c'est sans vrai. jeu de mots. Exactement. Et ça me fait penser, avec le fantasme, en fait, dans un sens, toi, les gens qui viennent te voir, bah, ils se mettent un peu à poil parce que c'est compliqué, enfin, d'arriver en se disant, bah, j'ai un fantasme. Déjà, de trouver son fantasme, enfin, de le formuler, je trouve que c'est déjà quand même un travail. Il faut quand même se connaître parce que c'est pas les questions forcément qu'on se pose tous les jours. Et de venir te voir en disant, bah, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est un pas énorme, en fait. Je sais pas, tu pourras nous raconter un Et peu oui, plus. alors je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une vraie différence entre les hommes et les femmes sur les fantasmes. C'est-à-dire que les hommes viennent avec des idées extrêmement spécifiques et se posent pas du tout la question de savoir oh quel est mon fantasme, ça a l'air compliqué. Non, ils savent et c'est des trucs extrêmement précis, extrêmement détaillés. Alors pas tous, hein, mais une partie en tout cas ça l'est. Chez les femmes qui nous contactent, on a 2 cas. Soit ça va être pour booster la libido du couple, donc c'est plus une prestation de service au service du couple, mais c'est pas quelque chose de précis, c'est plus venez nous secourir parce qu'on ne fait plus l'amour, grosso modo. Et la deuxième chose qui va revenir, c'est tout ce qui tourne, comme on l'a dit, autour du soin. Ça va être un massage, de l'attention, un moment de tendresse. Pourquoi pas avec une autre femme, parce que ce qui est compliqué parfois pour une femme, c'est de trouver une autre femme. Mais ça va être toujours quelque chose de sensuel, de tendre, de doux, avec quelqu'un qui va prendre soin d'elle pendant un petit moment. Et donc c'est plus nébuleux, c'est plus flou, c'est plus difficile de s'en rendre compte quand on est une femme. Mais c'est plutôt là-dessus que ça va se trouver. Chez les hommes, ça va de tout et n'importe quoi. Ça va de lécher les pieds à être encagoulé dans je ne sais quoi et qu'on leur fasse je ne sais quoi, à qu'est-ce qu'ils aiment bien, à se féminiser, à se transformer en femme, à s'exhiber devant tout le monde et montrer leur pénis. C'est Moi, j'ai une question sur le fantasme. Tu sais, des fois, on a le fantasme d'être violé, entre guillemets, Ouais. attaché. C'est les hommes l'ont aussi, ça, ou pas? Alors c'est un truc très féminin, ça c'est on va dire en fait c'est le fantasme de l'hyperattention, c'est-à-dire je suis tellement désirable entre guillemets que la personne va braver tous les dangers et même m'attacher ou j'en sais rien. En fait, c'est plus Tellement elle va braver tellement elle a envie de moi, tellement je suis un prix incroyable, un objet de désir, de désir incroyable. Et on est sur à la fois et il doit démontrer aussi sa force, c'est-à-dire il doit démontrer très vite sa force parce que dans le fantasme du viol tel qu'on se l'imagine, il y a aussi ce côté un peu bestial, un peu surhumain, surpuissant. On n'est pas chez tonton Jeannot qui sont la plupart des viols en France, on peut le rappeler. Les viols c'est souvent dans sa famille avec tonton Gégé un peu machin. Bon voilà. Le fantasme du viol, donc c'est différent. Hein. C'est plutôt le fantasme de l'hyperattention débridée, c'est-à-dire un homme surpuissant qui va nous trouver tellement désirable, qui va braver tous les dangers pour avoir une sexualité un peu solide avec la femme qui elle n'a pas son mot à dire. C'est pas qu'elle est pas consentante, c'est qu'elle n'a pas son mot à dire dans l'équation. C'est ça, il y a le désir de la soumission en même temps dans ce fantasme-là. D'être impuissant aussi, de lâcher prise, d'être impuissant et c'est pas d'être soumise, c'est d'être d'être déresponsabilisé. Et ça le retrouve beaucoup chez les femmes. Sur les soumises très souvent, c'est le fantasme de la déresponsabilisation. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, je n'ai pas de choix à faire, je ne suis pas dans le contrôle, etc. Voilà, il y a ce truc vraiment, moi j'ai remarqué de lâcher prise. Les femmes qui ont ce truc de genre je suis attachée, en fait j'ai pas le choix que de me laisser faire quoi. Et je ne fais rien. Et c'est même pas je ne veux pas, parce que déjà ne pas vouloir c'est être dans je n'ai pas de volonté propre. Il y a pas je veux pas, c'est même pas une question de désir, c'est je ne suis même pas désirant, je suis un objet. Dans mon podcast, j'ai interviewé une nana géniale qui raconte, Colette se confesse, je peux le dire parce qu'elle assume librement, la forniphilie. La forniphilie, c'est le fait de se transformer en table. Et ça, c'est marrant parce que je l'entendais beaucoup plus chez les hommes soumis très souvent qui veulent faire un peu table, mais au service des femmes. Très souvent, en fait, c'est du serviciel pour les femmes. Et c'est la première fois que j'avais une femme qui me disait, moi, je veux être une table. Comment? Bien, viens dans le podcast parce que jamais entendu ça. Et en fait, elle me le racontait pas du tout de la même façon que les hommes me le racontent. C'est pas du tout être au service des hommes dans une pièce qui seraient en train de boire des coupes de champagne et qui vont se servir d'elle comme d'un repose-pied. Pas du tout. Elle me dit mais moi la table, je veux être posée dessus toute nue et je veux qu'on pose en fait plein d'aliments sur mon corps et que je sois un bel objet de décoration que tout le monde tourne autour de moi et de façon très sensuelle, on vienne picorer parfois mais avec beaucoup de tendresse, en me caressant, en me remerciant
tertian pour prendre des sushis, des machins sur mon corps. Donc on rejoint ce fantasme du care et en même temps, on est dans un autre fantasme très féminin, fantasme de la bonne élève. Alors ça marche aussi très bien. Moi, ce que j'ai très envie, c'est surtout je ne bouge pas. On me verse de la sauce soja dans le nombril et surtout je ne bouge pas et je dois rester comme ça figée, immobile et respecter les ordres. Et l'idée, c'est d'être toujours déresponsabilisée, d'être dans ce cadre de la bonne élève et en même temps, on a aussi ce truc du care et d'objets admirés avec ce fantasme de la table. Donc sur un même fantasme qui est le fantasme de la table, vous avez un mec et très souvent les mecs vont dire ah ouais, moi j'adore, je fais plaisir aux femmes, voilà, je me transforme en table, elles peuvent poser des trucs sur moi, en plus ça me fait un peu mal et puis je vois leurs jambes et je vois leurs pieds, voilà, raconter ça. Une femme qui va me raconter, et c'est la première fois, le fantasme d'une table, va me le raconter complètement différemment et on n'est plus du tout dans la même ambiance et c'est pas du tout pour les mêmes besoins qu'elle souhaite se transformer en table. Mais ce qui est super intéressant dans ce que tu fais, c'est que quand tu as quelqu'un qui arrive avec un fantasme, c'est ce qu'on racontait quand on préparait l'émission, c'est qu'en fait, tu vas poser énormément de questions et tu vas t'intéresser vraiment à la personne. Tu vas essayer de comprendre pourquoi. Et oui, parce que je pense que je suis une des rares personnes en France où en fait, quand les personnes viennent me voir avec un fantasme, je suis obligée de comprendre ce qu'elles veulent. C'est-à-dire quand on me dit, ah moi j'ai le fantasme des pieds, je vais dire, bah qu'est-ce que tu veux avec les pieds? Tu veux être humilié? Tu veux les masser? Tu veux un truc doux? Tu veux un truc... Et je suis obligée d'aller creuser ce qu'ils veulent vraiment derrière le fantasme pour proposer une prestation qui est en adéquation avec ce qu'ils veulent. Et très souvent, en posant quelques questions, je me rends compte que sur un même mot ou sur un même fantasme, en fait, deux personnes peuvent avoir des envies très, très, très différentes. La soumission féminine, par exemple, en fait partie. Même la soumission, de façon générale, c'est une sorte de mot chapeau où les gens viennent chercher des choses qui sont extrêmement différentes, qui viennent de la sensation de douleur, parfois, parce qu'il y a une petite montée d'endorphine qui peut être intéressante pour certaines personnes, comme d'autres veulent justement de l'attention, du mentoring, quelque chose de complètement différent. Mais ils appellent ça la soumission. Bon. Donc moi j'ai besoin de savoir concrètement ce qu'ils veulent pour pouvoir leur servir une expérience qui soit en adéquation avec ce qu'ils ont dans leur tête. Et t'as des couples, des gens seuls qui viennent un peu de tout Voilà, des personnes seules, donc c'est toujours très spécifique. Et les couples ont toujours très souvent la même problématique qui est juste de booster un petit peu leur vie sexuelle. Et quand on est face à des couples, très souvent, alors on peut avoir des problématiques un petit peu de désir, c'est-à-dire monsieur veut voir des filles et désire des filles. Et donc ça peut mettre une tension avec madame qui ne se sent plus désirée. Nous, notre enjeu, c'est de recréer de la connexion au sein du couple. Donc parfois, on va faire exprès de pas vraiment leur servir leur fantasme parce qu'en fait, monsieur veut juste faire l'amour avec la sweetie qui est là et on est au courant. Maintenant, ce qu'on va se servir, c'est du désir que monsieur peut avoir pour une autre pour resexualiser sa femme, la recréer en objet de désir. La sweetie va beaucoup s'occuper de madame et va complètement délaisser monsieur. Et donc parfois, on sait qu'on est juste au service du couple, on n'est pas au service d'un des deux et on va pas forcément aller dans le sens d'un des deux. Donc les couples, c'est quand même un objet assez spécifique parce que pour nous, à partir du moment où un couple rentre, on s'en fout du fantasme individuel de l'un ou l'autre, on est au service du couple et du fait qu'ils repartent ensemble à la fin et qu'il n'y ait pas de dispute. Quand une personne seule vient nous voir, c'est un petit peu différent, là on va beaucoup plus se poser la question de son intention et de ce qu'il veut. Et justement, du coup, de façon pragmatique, comment ça se passe, le bar du fantasme? C'est quoi, on te contacte comment? Alors, nous, on a deux façons de nous contacter. Sur Internet, on peut nous spécifier un fantasme qu'on propose. Donc, nous, on respecte les règles légales. Donc, on ne fait pas de prostitution. Donc, pas de contact génital. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur ce qu'on appelle le spectacle érotique vivant ou l'animation érotique vivante à domicile ou à l'hôtel. Et on a un lieu avec une scène qui nous sert de théâtre érotique. Donc, il y a des pièces de théâtre en continu. Et les personnes peuvent demander un fantasme spécifique en boudoir. On a un menu des fantasmes pour aider les gens. Par exemple, s'ils veulent un truc avec une infirmière, une policière ou je ne sais quoi, on peut leur offrir... On peut leur offrir ça, donc ils viennent au bar et ils nous disent, bah voilà, moi j'ai envie de tel ou tel fantasme et j'aimerais bien le réaliser, si possible, dans notre établissement qui est sécurisé, avec des sweeties qui sont expérimentés, qui savent gérer les clients au mieux. Et par exemple, il y a quoi au menu Il y a quoi dans le menu des fantasmes? Bon, il y a ce qu'on nous propose de façon plus classique parce que comme ça faisait des années qu'on nous répétait les mêmes choses sur les fantasmes, au bout d'un moment on les a écrits. Ce qu'on pouvait faire, par exemple, c'est souvent ça peut être le pied, ça peut être juste voir une nana qui se déshabille devant soi de façon sensuelle. Ça peut être ce qu'on appelle la girlfriend experience, une femme qui va venir vous faire des bisous et qui va vous écouter raconter sa journée.
On a tout ce qui est autour du déguisement, donc je l'ai dit. Ça va être aussi beaucoup autour de l'humiliation et de la soumission parce que c'est quand même ce qu'on nous demande beaucoup. Donc une femme qui va insulter nos soutis qui insultent nos clients, elles aiment beaucoup. Et puis il y a aussi beaucoup de clients qui ont aussi ce truc du care parce ils savent très bien que ça fait plaisir aux soutis. Donc le massage du pied, la douceur avec les soutis parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils ont leur pleine attention. Voilà ce qui est au menu. Ça donne envie. Ça donne envie. On va aller Ça faire donne un tour. envie. Ah oui, complètement. Mais on n'a pas le tantrisme encore. Non. Bon, on va rajouter On a Jessica. au menu. Voilà, tu fais monter le désir. Attends, avec le aging, ça marche. Mais ça devrait bien marcher avec on a le jerk-off instruction, donc donner des instructions de masturbation aux clients, mais le edging, ça devrait, on devrait le rajouter. Ouais, parce que parfois il y a peu ça. Et puis d'ailleurs, tu ne sais pas s'il y a de la frustration ou tu vois. Et du coup, le aging pour les gens qui nous écoutent. Qui Oui, connaissent pas. pardon. En fait, le aging, c'est tu vas faire vraiment monter, descendre la température. Et quand tu es sur le point d'avoir un orgasme, notamment, tu as des techniques pour stopper ou pour changer. Tu vas changer d'une manière ton mouvement, tu vas changer d'endroit, tu vas stimuler une autre partie du corps, etc. Pour faire durer le plaisir, tout simplement, pour arrêter l'orgasme. Normalement, il n'y a pas d'orgasme. Il n'y a pas d'orgasme. Voilà. Edging, c'est presque une technique BDSM de frustration. Voilà, exactement. Tu vois, ça pourrait marcher. Oui, voilà. je pense. Ouais. Et si tu le fais et qu'après il y a un orgasme, c'est un orgasme qui vient vraiment de tout le corps et tu peux avoir un orgasme tantrique grâce à la technique du edging, par exemple. Sachant qu'on cherche pas l'orgasme dans le tantra, mais si on a envie d'ajouter, parce que souvent on nous pose la question, mais comment est-ce que je fais du tantra dans le quotidien? Parce que ce que les gens veulent, c'est pas changer complètement leur sexualité ou c'est pas, tu vas se regarder dans les yeux. Enfin, des gens, on va dire, pas classiques, mais des gens qui ont une sexualité plutôt autre que sacrée. Tu leur proposes une sexualité sacrée, ils peuvent être quand même hyper frustrés, quoi. Donc là, c'est moi, en tout cas, mon challenge, c'est d'amener vraiment de la philosophie tantrique avec des pratiques tantriques que tu ramènes dans ta sexualité et qui enjolive, qui décuple ton plaisir. La technique du edging, par exemple, ça décuple ton plaisir, ça crée effectivement, tu te sens un peu frustré, mais en même temps, tu sais que si tu emmènes jusqu'à l'orgasme, ça peut être encore un orgasme plus puissant. Tu vois, donc c'est des petites choses comme ça que je rajoute. Si tu te regardes dans les yeux quand tu fais l'amour, ou tu te regardes dans les yeux avant et tu vas effleurer l'ensemble du corps, ou tu fais un massage tantrique avant de faire l'amour, tu vois, tout ça, tu peux l'amener dans ta sexualité quotidienne, en fait. Et même sans parler de sexualité, tu fais un hug tantrique où tu vas vraiment, tu vois, moi, c'est un truc que je fais typiquement dans mon couple, où on va vraiment se faire un câlin. On va inspirer, expirer en même temps pour ressentir le câlin. Ce qu'on appelle des hugs tantriques, c'est des petits moments comme ça pour vraiment être présents l'un à l'autre. Et puis ça prend quoi? Ça prend 1 minute, tu vois. Et quand t'as un compagnon qui est hyper un peu primal, tu vois, qui a pas l'habitude de ressentir là et d'être présent, ça c'est long. C'est ça. Est-ce que c'est facile d'initier son mec au tantrisme? Parce que j'ai l'impression, effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est plus un truc de nana. Est-ce que tu crois que finalement ils sont peut-être un peu contre et puis au bout d'un moment t'arrives et quand ils découvrent le truc, ils sont quand même hyper contents de le découvrir? Ouais, complètement. Alors tout dépend. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir des compagnons qui connaissaient pas, mais qui avaient envie de découvrir, donc qui m'ont laissé l'espace pour amener cette touche. Mais tu peux très bien avoir des personnes qui sont complètement fermées. En gros, c'est quoi ce truc et voilà, où ça ne les intéresse pas, où ils ont pas du tout envie d'aller là-dedans, tu vois, qui ont une sexualité très primale, bestiale et ça les excite pas du tout, ou qui ont pas du tout qui n'en ont pas besoin, qui n'en ressentent pas le besoin, ils voient pas pourquoi, qu'est-ce que ça leur apporterait. Donc peut-être un peu soit pas ouvert d'esprit, soit vraiment, écoute, je suis très bien dans mes baskets comme ça, va pas m'emmerder avec ça, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, c'est vrai que moi j'ai des femmes et hommes que j'accompagne, des personnes en couple, et qui me disent, oui, mais mon chéri, voilà, je lui dis, écoute, fais-lui un massage du sexe. Je lui dis, écoute, je te propose quelque chose. Arrête de parler de tantra, etc. Dis-lui que t'as envie de masser son sexe et tu fais des techniques de massage du sexe. Donc tu dis pas que c'est du tantra ou quoi. Et ça va lui plaire. Voilà, ça va lui plaire. Peut-être que ça va créer de la frustration, j'en sais rien. Mais arrête de mettre des mots dessus. Juste fais.
touche son kiki. Parce que, tu vois, parce qu'à un moment donné, t'as quelqu'un de primal. Lui, le génital, c'est, tu te regardes dans les yeux, excuse-moi, mais ça l'excite pas, quoi. C'est pas le truc. Donc, je lui dis, écoute, quelqu'un qui est génital, qui est hyper primal, voilà, si tu touches pas son sexe, tu fais une massage, tu touches pas son sexe, il va être hyper frustré, il va pas comprendre. Donc, masse toutes les parties de son corps, fais un massage du sexe, et puis, observe ce qui se passe pour lui. C'est vrai que quelqu'un qui a un langage sensuel va être peut-être ouvert un peu plus au tantrisme. Parce que c'est lent, tu vois. Quelqu'un qui a un langage primal, l'amener à de la lenteur, etc., c'est difficile quand même. Tu vois, je comprends. C'est complètement l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Donc c'est comment est-ce que nous, on amène cette sexualité-là on l'ajoute à sa sexualité d'aujourd'hui et pas on remplace. Parce que c'est ça qui crée aussi de la peur et en gros, et moi j'ai fait cette erreur. En fait, au moment où je découvrais le tantra, j'étais encore avec un partenaire. Bon, j'ai vécu. Et en fait, au moment où j'ai découvert le tantra, moi j'avais l'impression que je découvrais la vérité. Et j'étais dans le dogme. Et je me disais, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est vrai. Et donc, je ne voulais, comme j'étais dans mon trip, je ne voulais faire que ça. Mais c'était chiant ce que je faisais. Enfin, avec du recul, ma proposition, elle était pas était pas ouverte. Non, elle était pas du tout ouverte. En gros, c'était, tu comprends rien, t'as rien compris à la vie, t'as rien compris à la sexualité, faut de la lenteur, de la douceur, du sacré. Et puis en fait, j'étais tellement dans mon trip que je ne voulais vivre que ça. Et lui, il avait une sexualité hyper primale. Moi, j'étais frustrée. Lui, il était frustré. En plus, je l'avais rencontré, j'étais pas dans une sexualité, enfin, c'était pas mon monde, quoi. Donc, j'arrive avec des nouvelles règles, une nouvelle façon de vivre mon truc, et puis surtout, en mode, c'est moi qui ai la vérité. Donc maintenant, bien évidemment, je dis attention, faites pas comme moi. Il y a personne, voilà, c'est pas, il faut pas rentrer dans le dogme. Tout est ok. Puis surtout, j'ai pas du tout que cette sexualité-là. Hein. C'est varier les plaisirs, varier les expériences, c'est ce qui casse la routine aussi. Voilà, donc c'est vrai que je pense que quand on découvre quelque chose, on peut. Je parle pour moi. On peut et j'ai été convaincue que c'était la seule vraie façon de vivre la sexualité profonde, etc. Mais en fait, non. Oui, c'est juste une nouvelle carte. Bah oui, en fait, c'est parce que je le dis parce que... Oui, voilà. Ça donne des idées à Flore. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais je le dis parce qu'en fait, quand je commence à ouvrir sur le sujet, j'ai des personnes qui veulent le vivre et puis qui sont frustrées parce que comme si c'était mais non, tu comprends pas. C'est comme ça qu'il faut vivre la sexualité. Non, en fait, c'est pas non plus comme ça qu'il faut vivre la sexualité. C'est une autre façon de vivre d'autres choses dans la sexualité. Ça, c'est toutes les communautés autour du sexe. Elles ont l'impression d'avoir... les libertins sont sur 2, les polyamoureux sont sur 2, les gens dans le BDSM sont sur 2. Ouais. Puis avec l'expérience, en fait, je me suis rendu compte, non, c'était pas... Mais bon, il fallait que je passe par ce chemin-là aussi, puis que je conscientise toute seule comme une grande, que je m'étais plantée. Voilà. Et c'est pour ça que je transmets aussi beaucoup, parce que c'est aussi la conscience des choses. Et tu sais, tu disais qu'on se pose pas de questions. Moi, je m'en pose beaucoup trop, je pense aussi parfois, mais c'est ce qui me permet de conscientiser des choses et puis de dire toujours c'est pas la vérité. Mais voilà, je suis très humble avec humilité quand je partage mes choses, mais c'est ce que je peux partager avec toi. T'en fais ce que tu veux, voilà. Mais puis moi, je me pose beaucoup de questions et puis je me suis rendu compte de ça. Tu prends ou tu prends pas, mais c'est tout. Voilà. Et en tout cas, c'est ma façon d'aborder les choses. C'est riche, moi, je trouve ça extrêmement riche. Et du coup, toi, Flore, ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu es, justement, comme tu viens de nous dire, tu peux rencontrer des gens qui sont soit libertins, soit BDSM. Enfin, tu vois, toi, tu dois être vraiment, genre, ouverte à 300. Ah bah oui, c'est ça qui est le plus important. De la sexualité. Pour moi, c'est tous les gens qui commencent à construire des discours sur la sexualité. Donc, Jessica en fait partie. Je m'intéresse à ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, les points communs avec d'autres personnes, ce qu'il y a de singulier, ce qu'il y a de différent dans sa façon de le raconter. Et je dois évidemment être très ouvert. Et donc, je ne prêche pas pour une paroisse, ni le tantra, ni le libertinage, ni le BDSM, ni les polyamoureux, qui parfois sont pas très copains les uns avec les autres, comme dans toutes les communautés. C'est très français, ça, un peu de se créer des petits clans et puis d'être les uns contre les autres. Je pense à l'Allemagne où ils sont peut-être un petit peu plus kinky, un peu plus tous mélangés les uns avec les autres.
c'est un peu français de se créer des codes. En fait, c'est aussi des communautés. Et le tantra, d'une certaine façon, le tantrisme peut aussi rentrer dans ce que j'appellerais une communauté avec son jargon, ses codes, sa façon de faire, sa façon de se rencontrer. C'est aussi une façon de sécuriser tout ce qui va se passer pendant une séance de tantra. Ouais, complètement. Et ce que tu retrouves aussi dans le libertinage, ce que tu vas retrouver dans le BDSM, ce que tu vas retrouver maintenant dans les communautés sex-positives, qui fédèrent les jeunes, mais qui ont toujours pour point commun d'avoir un jargon, un vocabulaire très spécifique, une façon d'être intronisé dans le milieu, des choses qui sont importantes, des choses qui ne le sont pas. Parfois un peu l'arrogance de détenir la vérité pour toutes les communautés. C'est là où je me dis, donc c'est que personne ne l'a dans ces conditions. Mais là où je rejoins Jessica, c'est que dans mon parcours personnel, plus j'avance et oui, plus les certitudes tombent très très vite. Déjà, je n'en avais pas énormément à la base parce qu'il y avait plein de choses que je n'arrivais pas à comprendre, mais alors plus ça va, plus je me dis, en fait, c'est fou l'étendue de la méconnaissance. En fait, c'est plutôt, je suis affolée de l'étendue de ce que je ne sais pas, alors que ça fait 10 ans que je me pose des questions que moi j'estime fondamentale pour l'être humain et qu'on sait pas grand chose et que deux personnes très intelligentes, très bienveillantes avec les meilleures intentions du monde peuvent penser parfaitement l'inverse sur un même sujet et qu'il y a très peu de consensus. Donc voilà, c'est le plus passionnant dans mon métier et le rôle de journaliste en tout cas c'est de rester en effet un peu à l'écart. C'est pour ça que moi par exemple je ne parle pas de ma vie privée ou de mon expérience personnelle parce que à partir du moment où je parlerai d'une expérience personnelle, si par exemple je dis que j'ai été à un stage de tantra et que c'était fabuleux, ça voudrait dire tiens je prêche dans cette paroisse-là. Il y a comme une sorte de droit de vote, comme si on savait où je votais. Ne pas raconter ma vie privée, c'est aussi ne pas dire je cautionne telle et telle communauté ou telle pratique. Non, je peux la commenter. C'est tout, mais en tout cas, je ne vais pas parler à l'aune de mon expérience personnelle parce que je reste en dehors de tout ça et c'est ça qui m'intéresse justement, c'est d'être un peu désincarnée dans la façon dont j'analyse les sexualités des gens. C'est passionnant. C'est super. On arrive à la fin déjà de notre émission. Oui. On a envie de vous écouter encore pendant 1 heure ou 2. Une dernière petite question, parce que du coup, pour vraiment comprendre ton parafantasme, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des scènes qui se jouaient, qu'il y a une scène et que ça se joue en continu. Donc, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a envie de fantasmer, mais qui a pas un truc concret dans sa tête, il peut pousser la porte de ton bar, s'asseoir avec un verre et regarder un théâtre érotique. Voilà, c'est pas juste, on te commande en amont un truc précis. Non, ça c'est une des possibilités. Maintenant, 90% des gens viennent, c'est un théâtre érotique avant tout, au théâtre. Alors sans leur verre, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer avec les verres dans un théâtre. C'est comme en France. On ne rentre jamais avec son verre dans un théâtre. C'est pareil pour le théâtre érotique. Ce qui n'est pas le cas des Gentlemen's Club qui viennent des États-Unis, qui sont des spectacles érotiques américains. Et là, on a son petit verre de whisky devant des filles. En France, nous, on sait se tenir. Donc, les verres, c'est dans un autre endroit. On vient vraiment au spectacle. Ah oui, donc il y a un vrai théâtre à part entière dans ton bar. Oui, bien sûr. Super, ok. Voilà, mais comme une tradition du spectacle érotique français qui était déjà bien là à Paris au début du 20e, qu'on essaye de faire, qui a eu une petite âge d'or dans les années 70-80, qu'on essaie de faire perdurer et moderniser, parce que le spectacle érotique vivant, c'est quelque chose de très français. Il y a Joséphine Baker qui s'est fait panthéoniser, donc c'est quand même dans l'histoire de France. Le spectacle érotique, on a des choses à raconter sur le côté loufoque, le côté marrant, le côté bon enfant que peut avoir la sexualité. Je dis pas que c'est la vérité, je dis juste que c'est français. Donc je fais mon devoir de citoyenne française en faisant perdurer notre culture tant qu'on n'aura pas la vérité. Voilà, contre l'envahisseur américain avec ses bars de pole dance et son striptease, tous ces mots qu'on connaît et qui sont et des lap dance, etc., qui sont des mots où les peep shows, enfin tous ces mots anglais, américains qu'on connaît sur le spectacle érotique vivant ne sont pas forcément français dans la façon dont nous on voit les spectacles érotiques et on essaye nous de donner quelque chose de franchouillard au spectacle érotique. On a hâte de venir découvrir. On va venir découvrir tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin parce qu'on arrive vraiment à la fin? Merci de nous avoir accueillis. Ouais, et puis expérimenter. Je pense que c'est le mot, c'est expérimenter, explorer et puis découvrir l'être sexuel que vous êtes. On va finir là-dessus en tout cas. C'est une belle fin. Voilà. Enfin, qui n'est qu'un début d'ailleurs. Complètement. À la semaine prochaine alors. Merci. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.